Bonjour et bienvenue dans Légende d'un jour. Le but de cette émission est de vous présenter des personnages historiques majeurs mais aussi mineurs. Le seul véritable critère, c'est qu'ils sont intéressants à mes yeux. Bien sûr, je vais vous présenter leur parcours brièvement, mais je vais surtout mettre l'accent sur des anecdotes, des événements souvent méconnus mais diablement stylés. Au niveau du format, je ne vais pas me limiter à un top ou un nombre précis d'événements car cela varie beaucoup entre les personnages. Et il serait dommage de passer sous silence des événements importants et extraordinaires. À la base, au lieu de mon petit appart, Hello, darkness, my old friend. je voulais vous emmener dans un lieu qui doit beaucoup son existence aux personnages qui nous intéressent aujourd'hui. Mais je vais vous montrer brièvement pourquoi je n'y suis pas resté. Bonjour et bienvenue dans l'émission Légende d'un jour. Le but est de vous présenter des personnages mais aussi mineurs. Le seul véritable critère en fait, c'est qu'ils sont intéressants à mes yeux. En tout cas, vous l'avez peut-être sûrement compris, mais aujourd'hui, on parle de Caius Julius César. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça Communément appelé Caius Julius César IV à sa naissance, il est issu de la famille des Iuli. Selon les croyances populaires de l'époque, sa branche maternelle provient de la déesse Vénus et sa branche paternelle des fondateurs de Rome, Romulus et Rémus. Rien que ça. Donc autant vous dire tout de suite, c'est pas Joe le Clodo, parce qu'à Rome, le premier charpentier venu peut pas accéder aux magistratures suprêmes, c'est impossible. Ai-je bien entendu pas de charpentier en tant que sénateur? Mais c'est intolérable, je vais créer ma propre institution, vous allez voir moi, et ça va prendre de l'ampleur, croyez-moi. Et c'est ainsi que Jésus, dégoûté par le système oligarchique romain, décida de lancer sa propre institution, basée sur la tolérance et sur le fait de défoncer du romain sur son vélociraptor avec son sabre laser. Badass Rezus, ah! Sa famille, bien que patricienne, n'occupe qu'une place mineure dans la vie politique de la ville. Grandissant en pleine guerre civile entre les Optimates, qui sont les nobles conservateurs, et les Populares, qui sont eux plutôt favorables à la plèbe et aux réformes sociales, César reçoit une éducation autant militaire que théorique, assurée en partie par sa mère et des précepteurs. Cependant, malheureusement pour lui, ce sont les Optimates qui vont gagner cette guerre fratricide et il est forcé à l'exil. Il est important de noter avec César que contrairement à d'autres personnages historiques qui ont eu des carrières vraiment fulgurantes, la sienne sera vraiment progressive et lente de plusieurs dizaines d'années. Éloigné de Rome, il s'engage dans l'armée en -80 et rejoint le théâtre des opérations en Asie occidentale contre le roi Mithridates VI. Un roi. Sa première véritable mission va être de convaincre le roi Nicomède IV, un autre roi, ça fait beaucoup de rois, d'aider Rome à gagner les guerres puniques. Et ça va me permettre d'aborder un premier point qui est souvent méconnu sur César. C'est une bête de sexe. Alors, il est vrai que contrairement à aujourd'hui, les plaisirs charnels à cette époque ne sont pas perçus de la même façon. Et il est monnaie courante de coucher en dehors de son ménage avec ses esclaves ou avec ses maîtresses. C'est même quasiment considéré comme un sport. Mais sport auquel va particulièrement s'illustrer César, multipliant les conquêtes à travers sa vie. Et tout y passe. Femmes de dignitaires romains, esclaves, prostituées, enfants, hommes, tout y passe. Alors maintenant que vous êtes au courant de ce point particulier, devinez de quelle façon César va convaincre Nicomède IV. Au corps à corps? Exactement, et cette solution originale va lui valoir un surnom qui va le suivre toute sa vie, la reine de Bithynie. Et pour un personnage comme César qui est vraiment classe, ça la fout mal. Toujours en Asie, mais un peu plus tard, décidément ça lui réussit pas beaucoup l'Asie, il est fait prisonnier par des pirates à l'âge de 25 ans. Mais attention, pas des pirates gentils comme ça, Ce que tu dis des n'a vrais aucun pirates, ceux qui n'hésitent pas à couper des têtes. Donc le chef, sentant bien qu'il a un noble romain sous la main, lui laisse le choix entre une rançon de 750 kg d'or ou la mort par crucifixion. Donc moi, clairement, à la place de César, 25 ans, 60 kg tout mouillé, je ferme ma gueule, mais très clairement. Et lui? Eh ben non! Pas le temps de niaiser! Lui il dit aux pirates, c'est toi qui vas être crucifixié, va te faire foutre! Et puis, qui t'a demandé de l'argent? Double au moins la somme, je vois un peu plus que ça, respecte-moi. Du coup, le chef pirate, lui, il flaire le bon pigeon, donc il dit ok, pas de problème. S'ensuit un petit temps de cohabitation, le temps que l'or arrive, et César est libéré.
Ah mais César, lui, il a pas le temps, hein, parce que sitôt il touche la terre ferme, il s'endette, achète un bateau, des mercenaires, retourne le jour même sur l'île des pirates, et il les défonce. Et bien sûr, comme promis, il les fait crucifier. La question que tout le monde se pose, c'est comment ce mec fait pour monter en cheval avec des balls aussi énormes? Move, bitch, get out the way, bitch, get out the way, move, bitch. La mort des Optimates lui permet de regagner Rome afin de débuter sa vie politique. En s'endettant énormément, il va organiser de fastueuses réceptions et en gros va se mettre la plupart des sénateurs dans la poche. Pour plus de lisibilité, je vais essayer de vous mettre une petite frise afin que vous puissiez suivre le parcours traditionnel qui est assez compliqué quand même parce qu'il y a beaucoup de fonctions différentes. Il va donc tout d'abord devenir tribun militaire, puis quaestor en Espagne, c'est-à-dire chargé de récolter l'impôt. Ce séjour dans la province romaine va permettre de montrer déjà toute l'ambition du jeune César. Parce qu'à Cadix, il fait face à une statue d'Alexandre le Grand, et ironie du sort, il a exactement le même âge qu'avait le conquérant du monde à sa mort, c'est-à-dire 33 ans. Et là, César va se regarder lui-même, et là où il ne voit qu'un misérable collecteur d'impôts, Alexandre, lui, avait déjà réalisé de nombreuses et prodigieuses conquêtes. Pour la plupart des êtres humains, ce n'est pas un problème, mais pour César, ça l'est. Et le fait de voir cette statue va lui faire ressentir un profond sentiment d'infériorité, et des larmes de rage vont commencer à couler sur son visage et il va se faire une promesse à lui-même. Il ne reviendra devant cette statue que lorsqu'il sera devenu l'égal d'Alexandre et pas avant. Cette anecdote montre déjà toute l'ambition de César parce que Alexandre, à cette époque-là, c'est un peu le top level, c'est le metagame quoi. On veut dire on peut pas vraiment faire mieux. Donc, c'est qu'il sent qu'il va avoir une destinée vraiment hors du commun. C'est pourquoi, à la fin de son mandat, il décide de regagner Rome avec la farouche intention de grimper l'échelle politique. Malheureusement, comme bien souvent, la clé réside dans l'argent. C'est pourquoi il décide de s'allier avec Crassus, l'homme le plus riche de Rome. À ne pas confondre avec Crésus, même si on retrouve certaines similitudes tant les deux ont tendance à chier de l'or littéralement. Bon, Crassus, il voit quand même que le petit César il a un fort potentiel, du coup il lui accorde plusieurs prêts qu'il devra bien sûr rembourser une fois ses conquêtes achevées. Donc maintenant qu'il est pété de thunes, c'est le moment d'aller au pub. Non, je déconne. En fait, il va juste soudoyer tous les sénateurs pour devenir édile en moins 65, c'est-à-dire chargé de l'administration urbaine de la ville, puis prêteur urbain, où il se voit attribuer les pouvoirs d'un sénateur. Bon, ce qui est quand même pas mal, hein, déjà. En parallèle de ça, il va aussi devenir Pontifex Maximus, c'est-à-dire le chef de la religion pour les Romains. Et ça, c'est attribué à vie. Bon, il commence quand même à peser un petit peu dans le game, hein, même si le sommet est encore loin. Il va connaître ses premières victoires militaires en prenant la tête des légions, c'est-à-dire l'armée romaine, en ancienne Bétique, qui correspond à l'Espagne. Au niveau de l'année, on est en moins 60 et il va en fait pacifier les tribus ibères. Bon, en vrai, on va pas se mentir, il a surtout défoncé des paysans, hein, donc là, c'est pas encore le triomphe absolu. Mais n'empêche, ça suffit pour retourner à Rome où, toujours lié avec Crassus, qui fait définitivement nom de gros porc, il décide cette fois-ci de s'allier avec Pompée, un autre grand général romain déjà adoubé par les légions, pour former le Triumvirat, c'est-à-dire l'alliance à trois. Le but de cette manœuvre, c'est déjà de conserver le pouvoir entre leurs mains, hein, ils ne sont pas complètement cons, mais pour César, c'est surtout celui d'accéder enfin au poste suprême, le consulat. C'est-à-dire que pendant un an, il va pouvoir légiférer à sa guise et il va donc en profiter pour passer des réformes agraires qui vont satisfaire les populares et la plèbe. Malheureusement, la charge de consul ne dure qu'un an et elle est normalement suivie de l'attribution d'une province pour une année aussi. Mais César sait pertinemment qu'une année ce sera bien trop peu pour satisfaire ses ambitions. C'est pourquoi, grâce à Crassus et Pompée, il fait augmenter cette durée à 5 ans. Le petit filou! Arrive l'année moins 59 où César débarque enfin en Gaule avec un objectif précis. Il souhaite pacifier l'ensemble de territoire afin de donner une nouvelle province à Rome. S'ensuit plus de 7 ans de guerre où César va affronter et vaincre le peuple helvète, le peuple belge, les tribus unifiées par Vercingétorix, ce qui représente au total pas moins de 300 tribus et la prise de 800 villes. Il a même réussi une incursion dans l'île de Bretagne qui avait un statut quasi mythique à l'époque
et a traversé le Rhin pendant près de 18 jours. Eh ben quoi? Mais espèce de mytho, ça s'est pas du tout passé comme ça. Bon, j'avoue, j'ai menti. Il a même réussi une première incursion dans l'île de Bretagne, qui a un statut quasi mythique à l'époque, et a traversé le Rhin pendant près de 18 jours. Bon, par contre, s'ils sont restés que 18 jours, en fait, c'est parce qu'ils avaient vraiment les boules de se faire défoncer par les Germains. Donc, un petit peu moins héroïque du coup, mais quand même, c'était le premier à le faire. Alors, satisfait? Oui, plutôt. Couvert d'or et triomphant, César peut maintenant rentrer à Rome l'esprit tranquille, en mode patron, et briguer son deuxième consulat, parce qu'il doit y avoir 10 ans d'écart entre deux consulats. Malheureusement, le Sénat est contrôlé par les Optimates et ils voient en cet impérateur un petit peu trop proche du peuple une véritable menace. C'est pourquoi ils décident de lui refuser ce second mandat. En plus de cela, ils lui demandent de licencier absolument toutes ses légions avant de rentrer en Italie, ce qui est normalement la règle. Donc clairement, ils veulent le faire passer du rang d'impérator à celui de petite pute en fait, hein, on va pas se mentir. Bon, César il est pas complètement con. Il sait que maintenant, avec la puissance qu'il a acquise, il peut leur forcer la main. C'est pourquoi il va prendre une décision qui va vraiment changer le cours de l'histoire et de sa vie. Ainsi, au lieu de s'agenouiller comme l'a fait Pompée quelques années auparavant, il décide de conserver l'intégralité de son armée et de traverser le Rubicon, qui était l'ancienne frontière à l'époque de l'Italie et de la Gaule. À cette époque, pour vous donner une idée, c'est littéralement défier les dieux. César, au lieu donc de redevenir un simple sénateur, choisit la voie du dictateur et va plonger Rome et l'Italie dans une nouvelle guerre civile. Pour marquer l'événement, il décide en plus de décocher une de ses plus célèbres citations, Alea jacta est, le sort en est jeté mon ami.